en commençant par une première intervention de Jean-François Calmette, à qui je cède la parole sur les contrôles des concessions autoroutières. Que contrôler? Comment contrôler? Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'organisation de ce colloque qui me semble très très important puisqu'il va contribuer également à mettre un petit peu de transparence et informer un petit peu les citoyens sur cette question des autoroutes. Vous me pardonnerez, je vais être un petit peu le vilain petit canard parce que je vais quand même rappeler dans le cadre de mon intervention qu'il existe quand même des formes de contrôle. Et ensuite, je vais essayer de faire une typologie de ces contrôles. Et ensuite, donc, je reviendrai sur peut-être les contrôles à venir, les questions qui risquent d'arriver en matière de contrôle également. Et puis, je me permettrai à la fin de mon intervention de revenir quand même sur la question tarifaire. Alors, nous avons énormément utilisé le terme de contrôle, mais quand même, il faut le dire, la distinction entre les termes terminologiques, entre le terme de contrôle et de régulation n'est pas du tout évidente. Et ça, voilà. En droit public, c'est également le cas, vous savez, puisqu'il y a des textes très très connus de doctrine qui opposent police administrative, police spéciale et régulation. Mais on utilise beaucoup ce terme de contrôle, mais par exemple, l'autorité de régulation des transports prévenait déjà, dans un de ses rapports, que l'autorité de régulation des transports, par exemple, n'a pas vocation à se substituer à l'État dans sa mission de contrôle. Mais en 2019, dans un autre rapport, il était mentionné au contraire une mission de contrôle de l'ART, de l'autorité de régulation. Dans un autre rapport également, l'ART évoquait des missions de contrôle spécifiques et complémentaires à celles de l'État. Et donc, un des facteurs qui peut expliquer ce trouble un petit peu juridique, c'est que l'autorité de régulation, quand même, des transports, a été créée justement dans un contexte très particulier par rapport à d'autres domaines qui ont été régulés, l'électricité notamment et les télécommunications, puisqu'on ne peut pas dire à proprement parler que le secteur autoroutier a été régulé dans le cas de ce secteur très très particulier, puisqu'au départ, comme vous le savez, c'est l'État lui-même qui a attribué ces concessions. Alors, à contrario, pour vous montrer quand même la difficulté, l'ART a intégré l'État concédant dans la régulation du secteur. Voilà. Donc, je voulais juste insister déjà pour dire qu'il y avait une forme de complexité pour distinguer ces deux termes. De son côté, l'État, quand même, a toujours eu une compétence technique en matière de contrôle, compétence juridique également, puisque plusieurs types de contrôles, c'est ce que je vais expliquer dans la première partie, existent encore aujourd'hui, même si le commissaire du gouvernement n'a plus d'autorité de tutelle dans le cadre de ce secteur, et cela s'explique, d'après moi, par la situation capitalistique du secteur autoroutier. Il est également, enfin, pour en revenir aux définitions, de rappeler que les termes d'inspection et de contrôle figurent dans le cahier des charges des contrats de concession. Il s'agit ici du contrôle de l'exécution des obligations contractuelles, principalement dans le cadre de la réalisation des ouvrages, suivi également de certains indicateurs. Donc l'objet de mon intervention va être d'essayer de faire une typologie des différents types de contrôles. Ma démarche ici ne sera pas du tout exhaustive, puisque je ne vais pas parler des contrôles juridictionnels. Vous savez que désormais l'ART a une possibilité, dans ce cadre-là, de saisir un juge pour réaliser un contrôle juridictionnel. Je ne vais pas du tout non plus parler du contrôle dans le cadre des marchés ou des marchés liés, puisque le professeur Karpanfish a très très bien parlé de l'adossement, et il vous a expliqué ce matin que cela permettait quand même, ça a permis longtemps de déroger au droit de la concurrence. Et dans l'esprit des usagers, évidemment, et c'est pour ça que je vais quand même relativiser ce terme de contrôle, les usagers, à juste titre, lient le contrôle uniquement à la question tarifaire. Or, comme ça a été dit à l'instant, la privatisation de la gestion des autoroutes n'a pas du tout entraîné une modification de ce fameux décret de 1995, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout normal, et il faudrait au moins, pour une question aussi importante, sécuriser un petit peu ce dispositif, sécuriser cela de manière juridique. Ce d'autant plus que la direction des routes, sous-direction des routes et ouvrages concédés, notait
déjà, il y a pas mal d'années, un dévoiement de la relation contractuelle en matière de tarification suite à ce fameux décret dont nous avons tant parlé. Et évidemment, ce flou juridique peut expliquer dans ce domaine l'absence ou le manque de contrôle en matière de tarification, mais je ne vais pas non plus y revenir puisque ça vient d'être fait à l'instant, et il y a également les débats doctrinaux très intéressants avec les travaux de Jean-Baptiste Villard sur cette question. Les opérateurs, en revanche, pourront estimer en matière tarifaire qu'il existe un contrôle strict opéré par la DIT et la DGCCRF. Et l'ART également destinataire de certaines informations en matière tarifaire, mais ce n'est pas à proprement parler du contrôle, me semble-t-il. Donc je vais tout d'abord essayer de faire une typologie en distinguant dans un premier temps un contrôle ex ante, ensuite un contrôle ex post en matière de concession autoroutière, et dans la dernière partie, donc, je vais essayer d'imaginer quels sont les futurs contrôles à venir dans le cadre des concessions autoroutières. Tout d'abord, le contrôle ex ante, avant l'autorisation. Et ici, c'est quand même un contrôle très strict de la part de la puissance publique, me semble-t-il. Le contrôle, donc, ex ante présente plusieurs dimensions, avec des éléments à la fois juridiques, économiques, financiers, mais également techniques, et surtout techniques, avec la question de l'agrément ministériel. Les travaux de construction donc, et d'aménagement d'autoroutes nécessitent forcément un contrôle. Celui-ci est décrit par une circulaire qui date du 27 octobre 1987. Comme le rappellent d'ailleurs plusieurs responsables des SCA, le concédant se montre très pointilleux dans le cadre de ce contrôle, heureusement d'ailleurs pour les usagers, et il faut l'accord du concédant pour construire par exemple un nouvel ouvrage dont la qualité fera l'objet d'une appréciation très stricte, laquelle impliquera, le cas échéant, de reprendre les travaux à plusieurs reprises. De plus, il est prévu, comme vous le savez peut-être, des pénalités dans le cas notamment de retard, dans le cas de la mise en service des autoroutes. Et enfin, les SCA doivent quand même respecter un échéancier dans le cadre des investissements et de construction. Et en cas de non-respect des jalons contractuels, un indu financier calculé contradictoirement selon un modèle visé au cahier des charges. Rappelons également, ça avait été décrit par le rapport sénatorial, très intéressant, le rôle de la cellule nationale des autoroutes qui contrôle in situ le respect de la réglementation des services et des produits liés aux autoroutes, destinés à la fois aux professionnels, mais également aux particuliers. Il existe enfin une procédure d'agrément par l'État des exploitations d'activités commerciales sur les aires de service. Je vais maintenant évoquer une autre forme de contrôle qui a été, selon moi, vraiment très améliorée, c'est ce que j'appelle le contrôle ex post, qui renvoie d'ailleurs d'une certaine manière à l'évolution du rôle de l'État, qui n'est plus un État tuteur, mais un État un peu plus régulateur. Il s'agit des indicateurs de performance, et on peut d'ailleurs se demander si aujourd'hui le véritable contrôle ne réside-t-il pas par rapport aux clauses de performance, et ces clauses de performance me semblent aujourd'hui essentielles. Et l'efficacité des clauses du contrat deviennent presque donc, comme je l'ai dit, l'instrument principal, voire unique, de ce contrôle. Ces clauses de performance sont considérées par les économistes comme un outil incitatif et d'information à l'égard évidemment de l'État concédant, et ils ont été établis à partir des contrats de partenariat public-privé. On a tout à l'heure parlé des contrats de performance ferroviaire, énergétique. Il y a plusieurs formes de contrats de performance aujourd'hui, et je pense que ça peut s'appliquer au secteur des autoroutes. Et la mise en place de ces indicateurs de performance me semble être un facteur de transparence de la part de l'État, même si une information brute sur les contrats ne suffit pas au grand public à se faire évidemment une idée précise de l'efficacité des concessions. Dans un esprit quand même similaire, il ne faut pas oublier non plus l'influence de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, qui rappelait déjà, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, certains objectifs et indicateurs de performance
pour le réseau routier national, auquel on renvoyait également l'évaluation de la performance des autoroutes, un indicateur 3.2, par exemple, renvoyé au pourcentage du temps gêné sur les corridors principaux de circulation pour certains réseaux autoroutiers concédés. Ces indicateurs de performance se sont développés dans les contrats de concession au début des années 2000 et ils sont désormais inscrits dans les contrats de plan 2015. Pour moi, donc, ces indicateurs constituent un outil assez performant et l'ART, tout comme les opérateurs, puisque j'ai quand même interrogé des directeurs juridiques d'opérateurs de SCA pour avoir leur point de vue, le niveau d'exigence élevé des indicateurs de performance, mais également l'approche pragmatique de ces indicateurs constitue pour eux un véritable renforcement des contrats et surtout, ils craignent quand même le résultat de cette performance et de l'évaluation de cette performance, puisque ces clauses sont vraiment devenues des outils de management dans le cadre de ces opérateurs et dans le cadre de la vie de ces opérateurs. Il existe également des pénalités dans le cadre de ces indicateurs de performance qui ont été introduits donc dans les contrats de plan 2010-2014 et 2012-2016, avec une possible application de sanctions et de pénalités. Alors, il n'y a pas une grande publicité de ces sanctions, mais la crainte de recevoir une pénalité est réelle, et il me semble que les SCA se sont plutôt bien appropriés les critères d'évaluation pour en faire donc un outil de management. La vérification des objectifs résulte, d'un point de vue pratique, de réunions trimestrielles et semestrielles. Un rapport d'activité de 2016 du ministère de la Transition écologique et solidaire qualifie les contrôles de niveau de performance et de service des chaussées des réseaux autoroutiers concédés suivis par l'État concédant au moyen d'indicateurs d'état de surface appelés IQRA, surface état de surface des chaussées. Et on a qualifié ce type de contrôle continu, mais j'ai quand même quelques réserves, puisque selon moi, ces indicateurs ne renseignent pas forcément sur la pérennité structurelle de l'état des autoroutes, et cela renvoie à la question des biens de retour, dont je parlerai à la fin de mon intervention. Pour vous donner un exemple d'indicateur, l'exemple le plus connu et souvent emblématique porte sur le délai de dépannage dans le cadre du réseau autoroutier. Alors, selon mes informations, certains opérateurs, pour l'instant, n'ont jamais eu de pénalité. Monsieur Balderelli, dans son audition au Sénat, avait estimé que les pénalités prévues dans les contrats pour l'ensemble du réseau concédé en 2016 pouvaient atteindre une somme globale d'1 million d'euros. Et difficile de dire pour moi si une meilleure connaissance par les usagers de ce type de sanctions peut être synonyme de transparence, mais la présence d'indicateurs a au moins pour mérite de rappeler aux usagers qu'il existe un véritable contrôle, même si il est fait très peu de publicité en ce qui concerne donc ces indicateurs de performance. Mais pour moi, c'est un outil efficace, c'est du contrôle particulier puisqu'il se met en place dans une logique quand même partenariale et quand même renvoie à l'évolution un petit peu de notre État et du contrôle étatique. Pour finir, je vais tenter de faire une typologie également des contrôles à venir. Alors, selon moi, Jean-Baptiste Villa pourrait mieux en parler, le sujet des biens de retour est un vrai sujet lié au contrôle, selon moi. Les opérateurs ne partagent pas forcément cet avis. Et d'après moi, les différents acteurs auraient tout intérêt à s'entendre sur la notion de bon état de ce réseau autoroutier. Je pense que des contentieux pourraient tout à fait surgir. Donc je pense qu'on a le temps quand même de travailler sur cette question. Pour ce faire, ça a été dit ce matin, il faudrait une véritable évaluation patrimoniale autoroutier, et tout le monde est unanime là ce matin pour dire qu'il n'y a pas de véritable évaluation de ce patrimoine. En tout cas, elle est largement insuffisante et il est largement temps, ça a été dit, de combler cette lacune dans l'optique
justement de cette question des biens de retour. Suite à des questions de sénateurs socialistes et communistes, le ministre des Transports, M. Djebari, qui est malheureusement absent, a indiqué que c'était le rôle de la clause des 7 ans. Alors, je ne sais pas quel est l'avenir de cette clause de 7 ans. Avant la fin de la concession, donc cette clause permettrait d'éviter un sous-investissement de la part des sociétés autoroutières, et il faudrait donc faire l'évaluation de ces réseaux avant 2031, date de la fin des concessions. Donc je ne sais pas du tout quelle peut être l'effectivité d'une telle clause. En tout cas, comme beaucoup d'universitaires ce matin, je crois très peu aux clauses de revoyure également. L'autre question, ça a été un petit peu abordé ce matin, c'est évidemment la problématique de la décarbonation, non pas décarbonisation. Les autoroutes concentrent, selon un rapport de Vinci Autoroutes, 25% des émissions relatives au transport et 6% des émissions totales de la France. Étude dévoilée le 25 novembre 2021. Et cette étude estime donc qu'il faudra injecter 60 à 70 milliards d'euros pour proposer dans les plus brefs délais une amélioration et permettre de relever les défis écologiques. Alors, je ne sais plus si Jean-Baptiste Villa avait dit que c'était une faible somme. C'est quand même assez conséquent, me semble-t-il. Il faut rappeler également que l'État n'est pas forcément un bon exemple, n'a pas forcément eu le bon exemple dans le cadre de la prise en compte environnementale. L'autorité environnementale, dans une note publiée en février 2019, estimait perfectible le portage, par exemple, des études par l'État en tant que maître d'ouvrage dans le cas de projets d'autoroute concédés. Cet organisme relève également d'autres formes d'insuffisance, notamment une centaine de chantiers qui ont été menés dans le cadre du plan de relance autoroutier en 2015 n'auraient pas connu la moindre évaluation environnementale. Il faut quand même saluer le travail parfois des opérateurs, puisque les opérateurs prennent quand même des initiatives. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame Dely ce matin. On peut quand même citer, même s'il y a un retard français indéniable, on peut citer la première voie réservée au covoiturage sur l'autoroute A48 dès 2020 sur la voie de gauche, avec un panneau spécifique « Initiative anticipée d'AREA » qui est ouverte également aux véhicules 100% électriques ou hydrogène. Et bien que la proposition de la Convention citoyenne sur les fameux 120 km/h pour les autoroutes a fait un tollé, il faut rappeler quand même, contrairement à ce qui a été dit, qu'une loi, l'article 124 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, désormais prévoit sur 3 ans la mise en place de telles voies spécifiques à gauche réservées à ces voitures. Et cependant, en matière de contrôle, évidemment, le contrôle sera réalisé par le pouvoir de police des autoroutes préfectorales classiques, et ce contrôle, évidemment, ne se fera pas directement par les opérateurs. Dernier contrôle à venir, ou peut-être que ce colloque va permettre une discussion s'agissant évidemment de ce problème. On en a beaucoup parlé, c'est la tarification. Alors tout d'abord, je souhaite quand même rappeler, pour dépassionner également le débat, que selon moi, la gratuité n'existe pas, il y a toujours un financement quelque part. Je pense également que l'ART peut renforcer ses pouvoirs. Ça a été le cas pour une autorité de régulation des transports en Italie, puisque l'ART, dans ce pays, a lancé un nouveau processus de définition des nouveaux régimes tarifaires pour remplacer les 6 systèmes de tarification précédents. Donc peut-être qu'une amélioration pourra avoir lieu dans ce domaine grâce à l'augmentation des pouvoirs de l'ART. Donc je suis assez confiant sur cette évolution des pouvoirs de l'ART. Et évidemment, les travaux du Sénat et de ce colloque doivent lancer une discussion sur le problème de définition du montant des tarifs autoroutiers, et notamment sécuriser juridiquement
le fameux décret dont on a parlé, puisque pour une question aussi importante, il est complètement hallucinant qu'on n'arrive pas à sécuriser ce dispositif. Et c'est là où je rejoins également ce qui a été dit un petit peu ce matin. Si on reprend un peu un jeu des 7 familles ou des différents acteurs du secteur autoroutier, le Parlement, l'ART, la Cour des comptes, l'autorité de la concurrence, les usagers et d'autres, les opérateurs d'autoroutes, le Parlement et l'État, il me semble qu'une amélioration quand même aurait pu être possible depuis 1995. Et moi, je vous avoue que s'agissant des absences de ce colloque d'aujourd'hui, moi, il me semble, moi, l'absence qui me chagrine le plus, c'est quand même la présence étatique ou de manière générale l'exécutif. Mais selon moi, depuis 1995, et sans évidemment tomber dans la théorie du complot, il me semble, moi, que l'État joue un petit peu un double jeu. Et on parle beaucoup des opérateurs, mais il me semble que les pouvoirs publics, quand même, ont une responsabilité. Et je pense que, comme ça a été dit ce matin, l'avancée sera avant tout politique en matière de contrôle tarifaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors moi j'ai un indicateur de performance, c'est le respect des délais des interventions. Et là c'était vraiment parfait, donc bravo. La parole est tout de suite donnée au professeur Louis Baougne qui va nous parler du contrôle de la rentabilité des concessions d'autoroutes. Bien, je vous remercie beaucoup. Je tenais également à m'associer aux remerciements au président de l'AE ainsi qu'à mon collègue Jean-Baptiste Villa de m'avoir fait à la fois l'honneur et l'amitié de me convier à ce colloque. Alors, je vais traiter plus spécifiquement du sujet qui fâche, la rentabilité des concessions autoroutières. Plus précisément, je vais m'intéresser aux questions méthodologiques et de résultats. Et en guise de remarque préalable, partir de la définition de la concession donnée par le Code de la commande publique qui ne fait pas de référence explicite à la rentabilité. La question du droit à une exploitation rentable ou à une juste rémunération du concessionnaire est en réalité renvoyée au détour des dispositions sur la durée d'exécution contractuelle. Alors de ce point de vue-là, la définition de la concession autoroutière qui est fournie à l'article L122-4 du Code de la voirie routière est quant à elle d'un rapport plus direct avec la question de la rentabilité, puisqu'il est dit que ces conventions, je cite, peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer l'exploitation et notamment la rémunération et l'amortissement des capitaux investis. Alors pour autant, les dispositions juridiques applicables aux concessions ne fournissent qu'une grille de lecture extrêmement limitée à l'étendue du droit à une rémunération des capitaux investis par le concessionnaire. Cet état du droit positif contraste avec les développements théoriques consacrés par la doctrine publiciste au concept de juste rémunération. Pour citer GES, par exemple, GES définit ainsi l'équation financière de la concession de services publics comme l'équilibre assurant au concessionnaire la couverture de ses dépenses, une rémunération raisonnable des capitaux investis, ainsi qu'un bénéfice raisonnable. Les concessions d'autoroutes n'échappent pas à ces analyses sur l'équitable rémunération, et un auteur a ainsi pu écrire que la rémunération des sociétés concessionnaires autoroutières devait demeurer, je cite, dans les limites du raisonnable. Alors ainsi, les délégations d'activité publique sont organisées selon un double principe de risque et de profit limité. Cette limitation est le résultat de plusieurs éléments convergents. D'une part, il existe une atténuation des risques inhérents aux activités publiques dont l'exploitation bénéficie en général de droits spéciaux et exclusifs. Et d'autre part, le souci d'assurer la continuité de l'exploitation de l'activité conduit à l'application de mécanismes extra-contractuels du type l'imprévision ou le fait de prince. Autrement dit, la concession n'est pas un contrat échange ordinaire, c'est un contrat d'intérêt commun. Le principe de rentabilité limitée fournit alors le fondement du droit à rémunération des sociétés concessionnaires, ainsi que la raison d'être d'une régulation de la rentabilité des concessions autoroutières. Et on ne trouve peut-être pas meilleure expression de ce lien que dans le droit des aides d'État, dans la référence faite aux bénéfices raisonnables pour déterminer les compensations des obligations de service public. Ces quelques remarques ne sauraient toutefois masquer les importantes difficultés que soulève la mesure de la rentabilité des concessions autoroutières. Le terme rentabilité est faussement clair.
L'utilisation très générique qui en est faite dans le langage courant pour traiter aussi bien de l'excédent brut d'exploitation, de la marge ou même plus généralement de la profitabilité, contraste fortement avec la spécificité du terme rentabilité en sciences de gestion. Ceci débouche sur des difficultés méthodologiques. Or, les critiques méthodologiques dont font désormais systématiquement l'objet des rapports cherchant à évaluer la rentabilité des concessions autoroutières portent atteinte très sérieusement à la crédibilité de leurs résultats. Des erreurs ont été commises, c'est indéniable, comme le fait de prétendre traiter de la rentabilité en se concentrant sur la marge et en raisonnant dans un cadre temporel inférieur à la durée d'exécution contractuelle des concessions autoroutières. Et de ce point de vue-là, l'avis de l'autorité de la concurrence du 17 septembre 2014 mérite une mention particulière. Et d'une certaine façon, le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la place des autoroutes dans les infrastructures de transport, en retenant le tropisme du rapport de l'avis de l'autorité de la concurrence, reproduit certains de ces biais avec une focalisation excessive sur l'excédent brut d'exploitation ainsi que la marge. Pourtant, la mesure du résultat d'exploitation ne correspond pas à la mesure de la rentabilité, car le résultat d'exploitation permet seulement de mesurer la capacité d'une entreprise à dégager des revenus sur la base d'un cycle d'exploitation, là où la rentabilité évalue un ratio, les résultats sur les moyens. De même, la marge n'est pas la rentabilité, puisque la marge se définit comme le rapport d'un résultat à un volume d'activité. Affirmer qu'une entreprise a des marges élevées ne dit rien de sa rentabilité s'il n'est pas tenu compte de l'importance des capitaux investis pour parvenir à réaliser un chiffre d'affaires déterminé. Or, de ce point de vue, le secteur des concessions autoroutières présente des spécificités qui impliquent de se défier de la seule référence à la marge. Tout d'abord, c'est un secteur qui présente une forte intensité capitalistique et d'autre part, comparativement à une société ordinaire, propriétaire de ses actifs en fin d'exécution contractuelle, les marges dégagées par les sociétés autoroutières doivent être d'autant plus importantes que ces sociétés doivent remettre gratuitement à l'État les équipements construits lorsqu'ils ont la nature de biens de retour. Ces défauts méthodologiques ont causé de grands torts. Premièrement, ils ont excité le débat et crispé les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires, ainsi que cela a été souligné cette matinée. Et deuxièmement, par contraste, ils ont offert presque mécaniquement une sorte de brevet d'honorabilité aux études ayant fait l'effort de préciser la méthode retenue pour calculer la rentabilité des concessions autoroutières. Et le premier rapport produit par l'ART en novembre 2020 sur l'économie des concessions autoroutières marque de ce point de vue un tournant, méthodologique tout du moins. Il y a pourtant là un écueil, la méthode n'a pas de valeur en soi, elle est toujours au service d'un but. Même en se plaçant du côté des sciences de gestion, la notion de rentabilité n'est d'ailleurs pas univoque. Il n'existe en réalité pas une, mais différentes méthodes d'approche de la rentabilité d'une activité. On peut recourir par exemple à la méthode du délai de récupération du capital investi. On peut également recourir à la valeur actuelle nette des équipements. On peut également recourir à l'indice de profitabilité ou encore solliciter le taux de rendement interne, le fameux TRI. De tous ces procédés, le taux de rendement interne, TRI, a un rôle particulier, car il permet de mesurer la performance d'un investissement et autorise des arbitrages au stade de la décision d'investissement entre des actifs dont la valeur actuelle nette est positive en fonction des exigences de rentabilité des investisseurs. Néanmoins, le recours au TRI appelle quelques précautions méthodologiques, deux principalement. Premièrement, le TRI a une valeur relative. La détermination de son caractère excessif ou au contraire normal résulte d'un exercice de comparaison par rapport au coût moyen pondéré de capital, le CMPC. Deuxièmement, le TRI n'est pas univoque puisqu'il existe au moins 3 façons de le concevoir. On distingue ainsi le TRI projet, qui est utile à la décision d'investissement, le TRI fonds propres, qui est particulièrement utile aux actionnaires, et enfin le TRI socio-économique, ou TRE, qui est davantage utilisé par les personnes publiques, en tout cas les autorités concédantes. Le TRI implique également des exigences très particulières du point de vue de la disponibilité de l'information financière. Sa mesure suppose de connaître précisément les flux de trésorerie ainsi que la consistance et le montant des immobilisations. Pourtant, en dépit de l'étendue considérable des obligations des sociétés concessionnaires en ce sens, 2 difficultés ont été pointées du doigt qui réduisent la possibilité
manifestement d'une mesure sincère de la rentabilité des concessions autoroutières. D'une part, la Cour des comptes a relevé en 2013 que le suivi des investissements et de la politique patrimoniale est délicat à mener en raison du manque de données précises et chiffrées transmises par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et d'autre part, l'ART a constaté carrément l'impossibilité de mesurer le TRI des concessions autoroutières historiques sur la totalité de leur durée d'exécution en raison de lacunes dans les documents comptables et financiers avant 2003. Au passage, nous pensons que ces lacunes résultent de très graves manquements à la législation sur les archives publiques. C'est dans ces conditions qu'il y a donc lieu de considérer les choix méthodologiques opérés par l'ART dans son rapport de novembre 2020. Pourquoi se concentrer sur le rapport de l'ART ? Eh bien parce que c'est l'un des rares à consacrer véritablement des développements sur la méthode de la mesure de la rentabilité des concessions autoroutières. Pour être tout à fait clair sur le sens de notre propos, nous émettons des doutes sur la méthode retenue par l'ART dès à présent pour mesurer le niveau de rentabilité des concessions autoroutières historiques, tant cette méthode apparaît décalée par rapport au mandat que cette autorité de régulation a reçu de la loi d'en assurer la régulation conformément à l'intérêt général. Nos critiques portent particulièrement sur le choix, tout d'abord, du type de mesure en recourant à la technique dite du TRI projet, plutôt que d'autres formes de TRI. Nos critiques portent également sur le choix des conditions de la mesure au travers d'un TRI dit tronqué. Alors, prenons successivement ces deux séries de critiques, ou en tout cas de remarques. Le premier axe du problème est lié au choix du type de la mesure de la rentabilité par l'ART en recourant à la méthode dite du TRI projet. Alors, la rédaction de l'article L122-9 du Code de la voirie routière n'a rien de très évident lorsqu'elle prévoit, je cite, que l'autorité de régulation des transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession. Parce qu'il n'y a, par cette référence générique au TRI, aucune précision sur la façon dont il s'agit de le déterminer. L'ART interprète ces dispositions comme faisant référence au TRI projet, à l'exclusion donc du TRI fonds propres, utilisé par les actionnaires, ou encore du taux de rentabilité socio-économique. La détermination du TRI projet présente toutefois certaines limites intrinsèques. Ce TRI tient compte des seules dépenses et recettes propres au projet. Les flux de trésorerie sont déterminés par rapport à l'excédent brut d'exploitation. Or, cet excédent brut d'exploitation est déterminé en prenant en compte les produits encaissables et les charges décaissables liées à l'activité courante de l'entreprise, autrement dit, sans prendre en compte sa politique d'investissement ni sa gestion financière. De fait, le TRI projet ne tient donc pas compte de facteurs susceptibles d'améliorer sensiblement le niveau de profitabilité de la concession par une entreprise déterminée, par exemple son niveau d'endettement, le coût de cette dette ou plus généralement la structure de son financement. Ces précisions techniques importent car ce TRI projet ne correspond pas nécessairement au modèle de base qui sert aux projections de rentabilité au stade des discussions précontractuelles. Le choix de la personne publique tient également au niveau de rendement des capitaux et par exemple au niveau des fonds propres ou au coût de la dette bancaire, et ainsi que l'a remarqué notamment l'inspection générale des finances dans le rapport consacré à cette question des autoroutes. Il est apparu dans les discussions notamment au stade précontractuel avec l'État et les sociétés autoroutières que la référence au CMPC, donc au coût moyen de pondéré de capital, avait été davantage privilégiée au taux de rentabilité interne. L'intérêt de cette référence, c'est que, notamment, le coût des fonds et de la mise de fonds par ces sociétés autoroutières se traduit également par une nécessaire rémunération et donc des coûts qui vont ensuite se répercuter sur les usagers, qui devront être notamment couverts par les tarifs. Alors, ce tropisme du TRI projet interroge également sur sa conformité à l'esprit du mandat que l'ART a reçu de la loi de 2015 à l'origine de l'article L122-9 du Code de la voirie routière. Cet esprit, quel est-il ? Des travaux préparatoires, il ressort cette affirmation du ministre de l'économie de l'époque qui donna un avis favorable à l'amendement déposé au Sénat intégrant l'obligation pour l'ART donc de contrôler le TRI des concessions autoroutières. Je cite les propos du ministre de l'économie rapporteur alors. Cette autorité, l'ART, aura une approche globale de l'équilibre économique des contrats de concession.
Alors l'affirmation se conçoit aisément si on prend pour point de référence le contexte dans lequel cet amendement a été déposé au Sénat en 2015. Et à notre sens, sans forcer l'interprétation, par approche globale de l'équilibre économique des contrats de concession, eh bien, on doit entendre notamment, on doit pouvoir en inférer le fait qu'il s'agit de replacer l'étude de la rentabilité de la concession dans le contexte de la structure de son financement. Alors, premièrement, cette interprétation est plus conforme à l'identité même du modèle concessif. La concession fait en principe peser le risque de financement sur le concessionnaire, et c'est en partie par référence à ce risque de financement que l'équilibre économique du contrat est déterminé. Deuxièmement, cette interprétation est conforme au mandat de l'ART. En tant qu'autorité publique agissant conformément à l'intérêt général, elle ne peut pas se réduire à l'étude du seul TRI projet, dont l'une des fonctions principales est d'orienter la décision d'investissement en se situant du seul point de vue de l'investisseur. Troisièmement, cette interprétation aurait l'avantage de prendre en compte la sensibilité du TRI, des sociétés concessionnaires autoroutières, aux variations de la valeur de rachat des concessions en fonction des conditions de leur privatisation, ainsi que de la structure de leur financement. Alors, en sens inverse, pour être tout à fait objectif, d'autres éléments viennent corroborer tout de même l'option prise par l'ART de recourir essentiellement à cette technique du TRI projet. D'une part, pour une autorité publique de régulation, le TRI projet est plus simple à déterminer sur la base des informations comptables et financières fournies par les sociétés concessionnaires, là où la détermination notamment du TRI fonds propres suppose l'accès à des informations autrement plus sensibles, à l'instar par exemple des taux d'intérêt et des contrats d'emprunt. D'autre part, sous l'angle du droit européen des aides d'État, le TRI projet apparaît comme l'élément privilégié par la Commission européenne pour délimiter le bénéfice raisonnable des entreprises ayant la charge d'obligations de service public. Cette première série de remarques m'amène à la deuxième série de remarques que je voulais faire, concernant le choix par l'ART des conditions de la mesure de la rentabilité, notamment en recourant à cette fameuse technique du TRI tronqué. Alors, l'ART a été contrainte de recourir à une méthode contrefactuelle, car c'est de ça dont il s'agit, visant à recréer la rentabilité interne des concessions autoroutières historiques en raison de son incapacité à collecter des données fiables avant 2003. Pour cette raison, l'autorité a eu recours à une approche dite par TRI tronqué. Alors, pour la clarté de l'exposé qui va suivre, nous préférons donc restituer in extenso les développements du rapport à ce sujet. Pour estimer la valeur des actifs des concessions historiques à la fin 2002, je cite, « L'approche retenue par l'autorité consiste d'abord à estimer le coût de remplacement à neuf par un actif moderne équivalent. Le prix de construction est ainsi évalué en tenant compte des coûts contemporains, l'actif est moderne. Pour une infrastructure présentant les mêmes caractéristiques, notamment en termes de normes techniques, l'actif est équivalent. » Nous émettons de sérieux doutes quant à la capacité de cette méthode à évaluer de façon sincère le TRI des concessions autoroutières historiques. En retenant les coûts contemporains de la construction, cette méthode revient à augmenter artificiellement la valeur de l'actif à la date de la troncature, 2002, car les coûts de construction progressent avec le temps et ne correspondent donc pas aux coûts historiques. Or, le TRI est particulièrement sensible aux variations de la valeur de l'actif. Une augmentation de la valeur de l'actif aboutit logiquement à une diminution de la valeur du TRI. L'ART le reconnaît d'ailleurs elle-même, je la cite, « Puisque la valeur nette comptable des actifs des SCA reflète les coûts d'investissement historiques et non les coûts contemporains, l'utiliser comme valeur de troncature conduirait à surestimer la valeur du TRI. » Autrement dit, au dire de l'ART, calculer le TRI tronqué sur la base des coûts contemporains de construction revient, de l'aveu même de cette autorité, à sous-estimer la valeur du TRI des concessions autoroutières historiques. Alors, d'où l'interrogation qui suit immédiatement. Y a-t-il des raisons objectives justifiant de retenir la technique des coûts contemporains? Or, c'est justement sur ce point que se cristallisent nos doutes, puisqu'à notre sens, non seulement rien ne justifie le choix de cette méthode, mais pire encore, ce choix viole un principe du droit comptable général et une loi mathématique servant de calcul au TRI. Alors, premièrement, d'un point de vue purement comptable, en se basant sur une valeur de l'actif à la date de troncature sur la base des coûts contemporains,
la méthode retenue par l'ART viole le principe du plan comptable général de l'enregistrement au coût historique. Dans ces conditions, on ne suit pas l'ARAFER lorsqu'elle affirme, je cite, que utiliser directement la valeur nette comptable telle qu'elle est inscrite dans les comptes des sociétés serait une approche simple mais conceptuellement biaisée. Au contraire, à notre sens, il nous semble qu'au moins au plan de la régularité comptable, le biais conceptuel consiste précisément à évaluer l'actif à la date de troncature sur la base des valeurs de construction au coût contemporain et non pas au coût historique. Alors au dire de l'ART, que nous préférons là aussi retranscrire expressis verbis, je cite, « La référence à l'actif moderne équivalent présente l'avantage d'homogénéiser le calcul des TRI projets des différentes concessions. L'autorité a cherché à garantir une comparabilité des approches entre les concessions récentes et les concessions historiques. » Alors là, cette fois, la justification nous plonge un peu dans un abîme de perplexité. Pourquoi vouloir comparer des concessions historiques et récentes qui ne présentent précisément rien de comparable, tant dans leurs conditions économiques d'exploitation que dans l'organisation de leur financement? Mais surtout, d'un point de vue purement méthodologique, pourquoi s'assigner un tel objectif rigide de comparabilité lorsque l'on sait qu'il implique par ailleurs des biais importants dans l'estimation de la valeur du TRI et que d'ailleurs le mandat de l'ART ne comporte pas cette exigence de comparaison des TRI. Je terminerai enfin, deuxièmement, sur l'élément mathématique. En se basant sur une valeur de l'actif à la date de troncature sur la base des coûts contemporains, la méthode retenue par l'ART semble incohérente au plan mathématique dans la mesure où elle perturbe l'opération d'actualisation sur laquelle repose tout le calcul précisément du taux de rentabilité interne. Alors, l'actualisation permet de rendre comparables des flux qui ne sont pas perçus à la même date. Elle permet donc de calculer la valeur actuelle d'une somme future. L'historicité de la valeur, autrement dit l'idée suivant laquelle la valeur d'un élément dépend de sa position sur la droite du temps, est au fondement de ce procédé mathématique dit de l'actualisation. Viole donc ce principe d'historicité de la valeur le fait de déterminer la valeur d'un actif à une date n par référence à des coûts constatés à une date différente de n. Par conséquent, le calcul du TRI tronqué par l'ART nous semble mathématiquement délicat. En raison des hypothèses fortes retenues par l'ART pour fonder sa méthode d'évaluation du TRI des concessions historiques, il nous semble donc que les chiffres produits soient en réalité sous-estimés et qu'ils doivent donc être utilisés avec précaution. Preuve s'il en est que la précision de l'énoncé de la méthode n'assure en rien des résultats obtenus. Je vous remercie. Merci beaucoup, délai parfaitement respecté aussi, bravo. Y a-t-il des questions sur l'une ou l'autre de ces interventions? Oui. Sur la dernière intervention, moi je partage effectivement les critiques méthodologiques qui sont évoquées. Moi j'en aurais une autre, et je suis un peu surpris qu'elle ne soit pas reprise, parce que j'ai lu tout le rapport de l'ART. J'ai lu aussi, bien sûr, le rapport qu'on a rédigé au Sénat sur la commission d'enquête. Les chiffres que nous fournissons permettent à tout le monde de refaire les calculs. Quand on lit le rapport de l'ART, on n'a pas du tout les éléments pour refaire les calculs. Je ne sais pas si vous avez trouvé les valeurs nettes comptables qu'ils ont retenues, ou les valeurs actuelles. Moi, je ne les ai pas trouvées dans le rapport. Je ne les ai trouvées ni dans le rapport, ni en annexe. Donc, moi, quand on fait un rapport et qu'on ne permet pas à ceux qui le lisent de comprendre et de refaire les calculs, je trouve ça très gênant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Et j'avais demandé ces valeurs à l'ART qui ne m'ont jamais été fournies. En fait, voilà. Donc, il y a quand même là-dessus quelque chose qui est étrange et un peu surprenant de la part d'une autorité. Quand on souhaite la transparence, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Oui, alors effectivement, c'est un point que je n'ai pas évoqué à l'oral, qui sera repris dans ma contribution écrite. Oui, effectivement, c'est un point qui est extrêmement surprenant, d'autant plus surprenant que l'ART, justement, dans ce rapport sur l'économie des concessions, présente d'emblée une posture qui se veut presque scientifique dans la démarche, et notamment cherchant un peu à balayer les critiques justement d'ordre méthodologique qui ont été faites. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait, je n'ai pas trouvé, on trouve les résultats, le résultat final du calcul, mais on ne trouve absolument aucun élément intermédiaire, aucune justification comptable en tout cas.
Oui, pour compléter un petit peu le propos sur l'absence de résultats, il serait quand même pertinent également de mettre en perspective le fait que sur cet aspect-là de la question, l'ART s'est fait aider quand même d'un cabinet d'audit, en l'occurrence Frontier Economics, qui apporte cette solution du théorique tronqué, qui a déjà été utilisée par ailleurs en Grande-Bretagne par un autre cabinet d'audit, en l'occurrence le cabinet Oxera, avec lesquels ils ont en tout cas des passions communes s'agissant de l'énergie, puisque l'une et l'autre de ces deux belles instances et deux belles maisons se sont croisées à l'occasion des différents échanges qu'ils ont pu avoir au niveau du CRE et de la RTE. Voilà, ça peut également ajouter quelques éléments de réflexion. Jean-Baptiste. Oui, juste, moi, il y a, pour aller dans la lignée de ce que vous disiez, Monsieur le Président de l'AE, moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Enfin, je suis peut-être le seul, hein. C'est possible. Mais je ne vois pas comment on peut calculer un TRI, tronqué ou pas, hein, à partir d'éléments dont on n'a pas l'information. Je m'explique. Un TRI, ça a été dit par M. Delahaye, ça se calcule à partir du patrimoine. Et pour avoir la question de la valeur du patrimoine, encore faut-il avoir les inventaires, avec la valeur nette comptable. Or, on a juste un tout petit problème, mais léger, hein, on y reviendra après, donc je ne vais pas le développer, mais le ministre des Transports explique en mai 2021 au Sénat, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, messieurs les sénateurs, je n'ai pas les inventaires du patrimoine, mais ce n'est pas grave, on verra à la fin. Et puis il arrive en janvier 2022 à l'Assemblée nationale, je parle sous votre contrôle, madame la députée, en nous expliquant, non, en fait, j'ai jamais dit ça. Non, mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on le ferait dans les 7 ans avant la fin des contrats. On y reviendra tout à l'heure. Donc moi, je pose la question, dès lors que ce n'est pas du côté de l'exécutif, manifestement, puisqu'on ne l'a pas, ou pas avant les 7 ans de fin de contrat, où ont-ils eu ces informations? Et s'ils les ont eues, moi, je suis d'avis qu'ils le donnent tout de suite à l'exécutif. Comme ça évitera d'attendre 7 ans avant la fin des contrats. Et je conclurai juste en disant que dans le rapport de l'ART, il est quand même mentionné de manière un peu étonnante que, vu la difficulté de retracer les chiffres, même si la Cour des comptes travaille dessus depuis les années 90, au moins, vu la difficulté à remonter les chiffres, eh bien, ils ont demandé les données aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Enfin, dernier point, le travail de l'ART qui a été publié en juillet 2021, en réalité, devait faire l'objet d'un travail tous les ans. Depuis 2015, c'était une des conditions qui a été mentionnée par la Commission européenne dans son avis quand elle a validé le PRA de 2015. En 2014, donc elle l'a validé. Chaque année. Il a fallu attendre 6 ans. Bon, voilà. Merci. Je ne vais pas vous poser une question, mais c'était juste poser une question à l'Assemblée, au sénateur ou à Jean-Baptiste Villa, pour savoir quid de l'effectivité de cette clause des 7 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu par un texte? D'où ça vient en fait? Si vous me permettez, je veux bien continuer. Hein. Mais déjà... je parle sous votre contrôle. Ou tu en avais déjà entendu? Oui, non, en fait, cette clause, elle existe bien dans les contrats. Pas de problème. Elle existe, mais attention, elle exprime, je peux la lire, puisque j'ai été la rechercher pendant l'intervention. Il faut juste que je remette la main dessus. En fait, l'idée, c'est que 7 ans avant la fin des contrats, je cite, hein, c'est le contrat d'ASF, c'est la même clause partout. 7 ans avant l'expiration des contrats, le concédant établira, après concertation avec la société concessionnaire, avec l'aide d'experts, le programme d'entretien et de renouvellement pour les 5 dernières années, etc., le programme des opérations préalables de remise des ouvrages de la concession au concédant. Donc, 7 ans avant, on fait un état des lieux des opérations concrètes à mener sur le patrimoine. Mais je rappellerai quand même, je ne vais pas empiéter, mais je le dis rapidement, l'article R31-31-4 du Code de la commande publique, il dit quoi? Il dit que quand vous avez un contrat de concession avec un service public, plus spécifiquement un service public, il faut, en plus de toutes les autres informations communiquées annuellement par le concessionnaire, un rapport sur l'inventaire du patrimoine par décomposition des biens avec la valeur nette actualisée de chaque composant de chaque bien. Depuis 2011, on trouve une littérature qui nous dit du côté public exécutif, nous préparons les inventaires. 11 ans. Je vous engage, on les citera, je pense, tout à l'heure. Bon. Donc, je crois qu'il y a une confusion sur la clause des 7 ans. Elle existe bien, mais elle ne porte pas sur l'obligation d'inventaire.
Est-ce qu'il y a une autre question ou une remarque? Oui. Oui, c'était plus une précision. Monsieur Calmette, quand vous avez parlé des contrôles sur les concessions autoroutières, il y en a un que je n'ai pas trop saisi sur le contrôle ex post, si je dis bien. Vous avez dit que ça se faisait par rapport aux clauses des performances. Et je voulais savoir, parce que vous avez évoqué le fait que c'était un facteur de transparence par l'État donc dans ce contrôle. Peut-être je fais des amalgames, etc. Et je voulais savoir si on se base sur les clauses de performance. C'est des performances données par les concessions autoroutières. Et je voulais savoir comment on pouvait parler de facteurs de transparence, du coup, de la part de l'État, si on se basait sur des performances des concessions, enfin des sociétés concessionnaires autoroutières. Alors déjà, moi ce que je pense, ce que j'ai lu, et pour une fois, il y a une forme d'unanimité des différents acteurs, dont les opérateurs, mais également la RT. Moi, il me semble que ça marche bien. J'ai fait un petit travail de sciences administratives où j'ai quand même interrogé des directeurs juridiques pour savoir comment ils percevaient ça. Et ils trouvent que vraiment c'est un outil qu'ils utilisent eux-mêmes, et apparemment ils ont quand même peur des résultats. Donc moi je trouve que ça marche bien. Donc c'est un outil performant et surtout qui s'est amélioré depuis les contrats de plan. Mais ensuite, dans ce que je voulais dire, je me suis juste posé la question de savoir si déjà il y avait la publicité de ces sanctions. Alors le rapport sénatorial avait donné des exemples de sanctions, justement. Il y a eu assez peu de choses là-dessus. Et je me demandais juste si il ne fallait pas peut-être médiatiser un petit peu plus ça en termes de publicité des sanctions, puisque je ne sais pas si sanctions il y a... comment on peut savoir quel est le montant de ces sanctions. Je pensais que ça pouvait être intéressant aussi vis-à-vis des usagers pour savoir que quand même il y avait quand même d'autres formes de contrôle. Enfin, vu que les usagers sont ulcérés du tarif autoroutier, juste qu'ils comprennent qu'il y avait aussi d'autres formes de contrôle qui étaient effectifs en fait. Voilà ce que je voulais dire.